Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud. Et le débat continue avec vos deux chroniqueurs du jour, Génie Bastier, essayiste et journaliste au Figaro Vox, et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir, Europe 1, 13h vous donne la parole. Alors, on en parlait juste avant cette courte pause. François Hollande se présente en Corrèze sous la bannière du Front Populaire. Et Gabriel Attal a d'ailleurs apporté ce matin son soutien à son concurrent, le député sortant LR, Francis Dubois. François Hollande, donc, il ne verra pas sa candidature en Corrèze entravée en quelque sorte par un candidat macroniste. Oui, même si les macronistes, effectivement, ont décidé de soutenir le candidat de droite. Donc c'est plutôt un accord entre LR et Renaissance qu'un accord entre Renaissance et le PS. Cela dit en passant, d'ailleurs, accord qui n'est pas assumé aujourd'hui par les instances dirigeantes des Républicains, mais qui se fait en douce. Alors même que la semaine dernière, ils ont chassé Éric Ciotti, qui avait décidé de faire un accord avec le LR. Tout ça, effectivement, est très confus. Mais effectivement, oui, il y a quelque chose d'assez surréaliste à voir François Hollande, qui a quand même nommé Emmanuel Macron à Bercy, rappelons-le, désormais faire acte de candidature. Comment vous l'interprétez, cette candidature ? Eh bien, moi, je l'interprète parce que, pour une chose très simple, c'est que ce qui fait l'unité de la gauche est négative. C'est-à-dire qu'elle s'unit face à un ennemi qui est l'extrême droite, en tout cas dans ses mots, et qui permet de faire tous les compromis, toutes les compromissions possibles. C'est d'ailleurs la même chose dans le wokisme, si vous voulez, où vous avez l'alliance de combats complètement contradictoires, mais qui se fait contre un ennemi commun qui est le mal blanc occidental, en gros. Et c'est pareil, là, il y a une espèce d'ennemi qui est absolument érigé en menace suprême, et l'unité négative de la gauche se met en branle, et cela en dépit même des contradictions abyssales internes, parce que je rappelle tout de même qu'entre la gauche modérée et l'extrême gauche et les filles, les désaccords sont abyssaux, ils sont d'ordre moraux. On parle de la question de l'antisémitisme, qui n'est pas un point de détail, alors qu'entre l'extrême droite et la droite modérée, aujourd'hui, les désaccords sont essentiellement économiques, puisque sur l'immigration, ils pensent peu ou prou la même chose. Sur cet aspect de contradiction abyssale, on a ça assez largement répandu sur les jours qu'on vient de traverser. Si vous prenez le dernier projet sur la réforme des retraites d'Éric Ciotti, j'ai du mal à faire un copier-coller avec le projet du Rassemblement National. Passons. Concernant l'affaire François Hollande, d'abord, c'est un joli coup, un jarnac, puisqu'il semblerait que le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, était mis devant le fait accompli, puisque l'investiture est en effet une circonscription ciblée pour le PS, mais avec le maire de Tube, Bernard Combe, qui est un très proche de François Hollande, qui au dernier moment a laissé la main donc au président. Moi, je pense qu'il y a d'abord bien sûr, on sait très bien que François Hollande est quand même un manœuvrier politique. C'est pas le premier à tenter un retour. Valéry Giscard d'Estaing a retrouvé l'Assemblée nationale 3 ans après sa défaite de 81. Rappelez-vous la candidature de Nicolas Sarkozy sur les primaires à droite. Donc il y a le virus de la politique, avec peut-être, concernant le profil de François Hollande, dans une Assemblée nationale post-élection dont on voit qu'elle pourrait être quand même marquée par de la complexité, peut-être François Hollande a là, dans ce dispositif-là, un rôle qu'on devine pas encore très bien, il y a du clair-obscur. Ça peut être une personne charnière pour permettre de parler à différentes sensibilités. Il justifie son choix, François Hollande, en disant se présenter par le danger que représente l'extrême droite, qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave. Mais il peut le penser. Il y a quand même des gens dans ce pays, je vais vous faire une révélation, ou un scoop, il y a quand même des gens dans ce pays qui ne souhaitent pas l'accession au pouvoir du Rassemblement national. D'accord, quitte à s'associer qui ne le souhaitent pas, qui ne le souhaitent pas. Et donc, pour eux, cette réalité-là est supérieure à toutes les autres. On peut partager ou pas, mais ça fonctionne comme ça. Et comme il y a aussi des gens pour qui l'accession au pouvoir de l'extrême gauche coalisée autour de LFI n'est pas non plus souhaitable et qui sont prêts aussi à des concessions. Exactement. Et moi, Mais est-ce que le thème du barrage va continuer à fonctionner longtemps comme ça à gauche ? Parce que c'est ça en fait, on essaie de faire barrage à l'extrême droite qui t'a. Moi je pense qu'il y a quand même une discipline de la gauche qui arrive encore. Si cette rhétorique-là fonctionne, c'est encore dans l'électorat de gauche et c'est ce qui va permettre une mobilisation maximum. Donc d'un certain point de vue, ils ont raison de
de l'utiliser d'un point de vue stratégique. C'est évident que ce qui fait aujourd'hui l'unité entre ces formations totalement hétéroclites, c'est le refus de l'extrême droite et d'une extrême droite, à mon sens, assez fantasmée, puisqu'ils sont dans un... Voilà, c'est le ciment de cette unité, c'est un antifascisme, un théâtre antifasciste qui se met en branle. Avec une chose intéressante, c'est que alors qu'Emmanuel Macron avait théorisé en 2017 la fin du clivage droite-gauche et une certaine forme de dépolitisation, nous avons une repolitisation spectaculaire du pays, et tant mieux, un retour du clivage droite-gauche, et tant mieux. Reste à savoir comment ce pôle central va résister à ça. D'après moi, ce pôle central, on verra s'il y a des triangulaires ou pas, il peut y en avoir, s'il y a un haut niveau de participation, va être la victime principale de cette repolitisation et de ce nouveau clivage. Avec quelque chose d'étonnant, une culture de la coalition qui n'existait pas véritablement dans notre pays, qui se met en place dans les deux pôles. Et vous constatez d'ailleurs, vous, qu'il y a une appétence, en tout cas pour ces élections, au journal Le Figaro. Oui, le journal Le Figaro, nous avons eu des scores assez spectaculaires la semaine dernière en termes d'audience et d'abonnement, des scores qui ne s'étaient pas vus depuis le Covid. Donc vraiment un intérêt des gens pour cette élection. C'est quoi, gens qui s'abonnent tous les jours? Des gens qui s'abonnent, énormément de gens qui s'abonnent, 500 abonnés par jour la semaine dernière pour Le Figaro, ce qui est énorme. Et je pense qu'il y a une appétence, et on prédit d'ailleurs un taux de participation très très élevé, ce qui pourrait d'ailleurs donner lieu à énormément de triangulaires, puisque vous savez que plus la participation est haute, moins le seuil, plus le seuil est bas pour se qualifier au second tour. Et alors là, c'est la grande incertitude en cas de triangulaire. Que va-t-il se passer? Y aura-t-il des désistements de la Macronie en faveur du Front populaire? Y aura-t-il au contraire le nini qui a été prôné par Emmanuel Macron cette semaine, mais est-ce qu'il tiendra au soir du premier tour? Tout ça est une grande incertitude. Je pense personnellement qu'une participation forte tendrait à favoriser le Rassemblement national, effectivement, parce qu'en cas de triangulaire, s'il n'y a pas de désistement, il l'emporterait. Vous êtes d'accord, Olivier, en cas de forte participation, et on se dirige vers ce cas de figure à qui ça profiterait? C'est un peu la technique électorale, mais c'est bon à savoir. Pour se qualifier un second tour, il faut faire 12,5 des inscrits. Donc il est vrai que si la participation grimpe, ça peut nous mettre dans des configurations de triangulaires qui n'existent... De quoi Là, c'est un peu plus rare, mais triangulaire à coup sûr. Et là, il est vrai qu'il faut avoir bac plus 10 en sciences politiques dans certaines circos pour savoir comment cela peut se passer entre regardez la situation de LR aujourd'hui sur les trois sensibilités de LR, selon les trois couleurs de LR aujourd'hui, leur positionnement de second tour serait moi je trouve passionnant à suivre, mais difficile pour les électeurs. Petite chistera parfaite, puisque j'allais aborder justement le sujet de la droite et justement de cette droite fracturée aussi, avec le pacte noué par Éric Ciotti qui avait beaucoup parlé la semaine dernière. Ça a créé des fractures, des tensions. Le patron des LR présente 62 candidats avec l'étiquette Les Républicains, et du côté effectivement de l'opposition, ses opposants présentent 400 candidats, dont Virgile Vanier, face au président Ciotti dans les Alpes-Maritimes. Génie Bastier, entre les alliances et les dissidences, là aussi pas simple pour les électeurs de droite de s'y retrouver. Ça va être très très compliqué. Ça pose même un problème juridique d'ailleurs de tromperie des électeurs. Est-ce qu'ils vont savoir quelle étiquette est à qui, comment ça va être visible et c'est ça. Sur les logos, sur les affiches électorales, c'est très complexe. Ça pourrait même conduire à des recours en justice et peut-être à des annulations d'élections. Ça va être très compliqué. Ah oui, carrément. Certains le disent en effet. Et alors après, moi, ce que j'observe, c'est quand même un deux poids deux mesures à l'intérieur de l'appareil LR. Qui faisait semblant la semaine dernière d'avoir une ligne indépendante et de refuser, de récuser tout accord, soit avec le RN, soit avec Emmanuel Macron, qui a effectivement chassé Éric Ciotti pour avoir fait cette transgression, d'avoir fait un accord avec le RN, et qui aujourd'hui tolère que c'est un certain nombre d'accords au niveau local entre des LR et des membres de la Macronie, puisqu'il y aura dans un certain nombre de circonscriptions, il n'y aura pas de candidat Renaissance face au LR. Donc c'est exactement ce qu'a dealé Éric Ciotti avec le RN. Donc je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures là qui fragilise complètement la position des barons LR la semaine dernière. Et je sais pas, comme quelqu'un comme François-Xavier Bennahmi ou Annie Genevard qui était sur une ligne ni. On doit garder notre autonomie, notre indépendance au premier tour, on doit exister absolument tout seul au premier tour, on ne fera aucun compromis avec le macronisme. Comment ils vont réagir à ces accords en sous-main qui sont quand même une trahison de ce qu'ils avaient et qui brouillent véritablement effectivement la capacité de perception des électeurs.
avec Reconquête, LR est très certainement le parti politique le plus secoué par ce qui vient de se passer depuis dimanche soir dernier. Avec 3 sensibilités, LR canal historique, c'est-à-dire dans la filière gaulliste, chiracienne, sarkozyste, c'est-à-dire une autonomie, un projet, donc canal historique, un LR donc ciotiste, mais la vendange est maigre. 62 circonscriptions, on s'attendait, venant du président de LR, à quelque chose de beaucoup plus installé dans le paysage politique à l'échelle de 100 au départ, ouais. Oui, donc là, c'est l'arrivée est quand même pas brillante. Et en effet, ces pactes qu'on commence à voir de non-agression ou alors installés dans un paysage politique, par exemple départemental dans les Hauts-de-Seine, je vois que Carl Olive sera soutenu dans les Yvelines par le président du Sénat, Larcher, qui est quand même l'un des grands chapeaux à plume d'une ligne autonomiste. Donc il y a vraiment, moi je vous assure, dans certaines circonscriptions, l'électeur LR doit vraiment se dire, là il faut que c'est une série Netflix, il faut que ça s'arrête, on rembobine tout, je veux revenir au point de départ. J'ai pas bien suivi. Non mais moi je trouve qu'il y a quelque chose aujourd'hui, qu'il y a un scénario qui se dessine, qui est notamment porté par Édouard Philippe, qui serait de faire une grande coalition du LR au PS. Personnellement, moi je pense que c'est une catastrophe, parce que si nous en sommes arrivés là précisément aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une espèce de gouvernance centriste, et on a récusé le clivage droite-gauche au profit d'un en même temps qui irait de la gauche à la droite, et c'est précisément ça qui fait monter les extrêmes. Donc repartir dans un pacte politique qui prendrait à la fois le centre droit et le centre gauche, c'est la garantie de faire monter davantage les extrêmes. Et comme la démocratie, c'est l'alternance. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. Ça veut dire mécaniquement que ce sera peut-être pas cette fois-ci, mais la suivante. Mais les extrêmes finiront par gagner, parce qu'on ne peut pas éternellement gouverner au centre dans un en même temps permanent, dans la négation des grands clivages qui structurent la politique. D'autant plus qu'on est dans une époque polarisée. Aujourd'hui, il y a une polarisation très très forte sur des enjeux identitaires, sur des enjeux d'immigration, de qui sommes-nous. Et on ne peut pas gouverner au centre dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. En tout cas, c'est ma conviction. Politiquement, en Europe, quand des gouvernements centristes et il n'y a pas d'autre politique que celle que nous proposons, systématiquement, ça a donné de la polarisation derrière. Et un dernier élément, un petit caillou dans la chaussure pour Éric Ciotti, une enquête pour détournement de fonds publics visant Éric Ciotti lors de sa campagne pour les élections législatives de 2022 a été ouverte le 31 mai par le parquet de Nice. Il serait question de l'utilisation détournée de cartes de parking au port de Nice, mise à disposition gratuitement par la Chambre de commerce et d'industrie à des proches du député LR en lien avec le conseil départemental. À suivre. Allez, on reste ensemble, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants. On va parler maintenant de la majorité. Aussi avec Emmanuel Macron qui est prêt à mettre la gauche devant ses responsabilités pour contrer Jordan Bardella. Et puis Kylian Mbappé qui prend la parole et ça fait beaucoup réagir. À tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.